Dans les archives les plus sombres du Troisième Reich, le nom d'Ilse Koch apparaît avec une fréquence inconfortable, non pas comme leader militaire ni stratège, mais comme symbole d'une cruauté qui a dépassé le fonctionnel et est devenue personnelle. Depuis son bureau à Buchenwald, elle ordonnait, sélectionnait et supervisait une routine de mort qui incluait de la peau humaine transformée en objet décoratif. Son ascension a commencé avant l'arrivée au pouvoir des nazis. Elle s'est affiliée volontairement au parti, s'est mariée avec un commandant des SS et a été absorbée par le système des camps comme figure centrale. Elle n'occupait pas de rang officiel, mais son autorité était réelle. Les prisonniers la craignaient autant que les gardiens armés. Qui a permis qu'elle agisse avec tant de liberté? Comment a-t-il été possible d'institutionnaliser le sadisme comme partie du protocole? Et qu'est-il arrivé lorsque les bourreaux ont commencé à voler ce que le Reich considérait comme sien? Enfance d'une bourreau, l'origine d'Ilse Koch dans l'Allemagne nazie. Dans les rues pavées de Dresde, en septembre 1906, est née une petite fille destinée à devenir symbole de monstruosité au sein de l'appareil nazi. Margaret Ilse Köhler est venue au monde dans une Allemagne impériale prospère, sans soupçonner que cette apparente solidité s'effondrerait durant sa jeunesse, façonnant à jamais sa perception du pouvoir et de l'autorité. Son père, contremaître dans une entreprise de construction, maintenait la famille avec des revenus modestes mais stables. Les Köhler représentaient cette classe ouvrière allemande disciplinée qui formait la colonne vertébrale de l'Empire, laborieuse, respectueuse de l'ordre établi, mais sans accès réel au pouvoir politique. Sa mère, entièrement dévouée au foyer, éduquait Ilse et ses sœurs selon des codes féminins rigides. Obéissance domestique, soumission patriarcale et préparation au mariage comme seul horizon de réalisation personnelle. L'enfance d'Ilse s'est déroulée sans incident notable. Elle était élève appliquée à l'école élémentaire locale où elle apprenait l'arithmétique, l'allemand, l'histoire impériale et les travaux domestiques considérés comme essentiels pour les fils de son extraction sociale. Le système éducatif germanique du début du XXe siècle fabriquait des citoyens fonctionnels au sein de hiérarchies clairement définies, spécialisant la formation féminine dans la création d'épouses efficaces et de mères prolifiques. Mais tandis qu'il se mémorisait des leçons de géographie et de broderie, l'Allemagne se précipitait vers l'abîme. La Première Guerre mondiale a éclaté quand elle avait 8 ans, transformant radicalement le pays de son enfance. Le conflit a drainé les ressources nationales, a envoyé des millions d'hommes à l'abattoir des tranchées et laissé des familles entières survivant avec des rations de plus en plus maigres. La défaite de 1918 a apporté l'humiliation internationale, l'occupation étrangère et l'effondrement de l'ordre impérial qui avait fourni sens et structure à des générations. Son adolescence a coïncidé avec les années les plus chaotiques de la République de Weimar. L'hyperinflation de 1923 a pulvérisé les économies familiales. Quand Ilse avait 17 ans, elle a été témoin de comment un œuf coûtait des millions de marks et les salaires perdaient probablement leur valeur entre le matin et l'après-midi du même jour. Cette expérience traumatique a forgé une génération allemande qui a perdu foi dans le parlementarisme, la démocratie et les institutions libérales, les considérant responsables du désastre national. À la fin de son éducation de base, Ilse est entrée dans une école commerciale où elle a maîtrisé la comptabilité, la dactylographie et la sténographie. C'était une formation pratique conçue pour insérer rapidement les jeunes de classe ouvrière dans des emplois administratifs sans aspiration de mobilité significative. Ses premiers emplois ont confirmé cette trajectoire. Usine de cigarettes, puis secrétaire dans de petites entreprises commerciales de Dresde. Ces emplois lui ont fourni plus que la subsistance économique. Dans les bureaux d'entrepreneurs et de fonctionnaires, Ilse a observé comment s'exerçait le contrôle sur les subordonnés depuis des positions intermédiaires, sans nécessité d'occuper le commandement suprême. Elle a appris que l'autorité effective ne requérait pas toujours de titres officiels, mais la connaissance des mécanismes internes du pouvoir et l'habileté pour les manipuler. Cette leçon s'avérerait cruciale lorsque, sans poste formel dans l'appareil SS, elle exercerait une autorité brutale comme épouse du commandant. La stabilisation économique partielle du milieu des années 20 a offert un espoir fugace, mais la Grande Dépression qui a suivi l'effondrement de Wall Street en 1929 a plongé à nouveau le pays dans la crise.
Le chômage s'est envolé, les banques ont fait faillite et des millions d'Allemands ont blâmé le système démocratique pour son incapacité à résoudre les crises successives. Le Parti national-socialiste a capitalisé sur ce désespoir avec un message séduisamment simple. Le parlementarisme avait échoué. La démocratie était une imposition étrangère. L'Allemagne avait besoin d'un leadership fort qui restaurerait l'ordre et la dignité nationale. Pour les jeunes comme Hills, élevés dans la nostalgie de l'ordre impérial et témoins de l'échec républicain, le nazisme offrait des certitudes réconfortantes, enveloppées dans des promesses de renaissance nationale. En 1932, un an avant l'ascension hitlérienne, Ilse a pris la décision définitoire de son existence. Elle s'est affiliée volontairement au parti nazi. Son numéro de membres, proche des 500 000, confirmait une adhésion précoce quand le mouvement luttait encore pour le pouvoir étatique. Ce choix n'a pas résulté de pression sociale ni de convenance politique, mais de conviction idéologique délibérée. Les motivations spécifiques de sa décision demeurent sans registre, mais le modèle d'affiliation féminine précoce au nazisme suggère des facteurs révélateurs. Beaucoup de jeunes femmes de classe ouvrière ont perçu dans le parti des opportunités d'appartenance, de but et d'ascension sociale que le système traditionnel leur niait. Le nazisme ne promettait pas seulement de restaurer la prospérité et l'ordre, mais offrait des rôles actifs pour les femmes au sein d'organisations auxiliaires comme la Ligue des femmes allemandes et le NS Frauenschaft. À travers les activités partisanes, Ilse a établi des liens avec des militants locaux à Dresde. Elle participait aux réunions, collaborait aux campagnes de propagande et fréquentait les cercles de l'appareil paramilitaire. Son engagement l'a amené à connaître des officiers des SS, l'organisation d'élite qu'Heinrich Himmler construisait comme noyau idéologique et répressif du futur État totalitaire. Ses contacts initiaux avec les Schutzstaffel ont été déterminants pour son évolution ultérieure. Les SS ne constituaient pas simplement une force paramilitaire, mais un ordre idéologique qui se considérait comme l'avant-garde raciale du peuple allemand. Ses membres étaient sélectionnés selon des critères de pureté raciale, de loyauté absolue et de fanatisme doctrinal. Pour une jeune ambitieuse comme Ilse, établir des relations au sein de ce cercle signifiait accéder au cœur du pouvoir nazi émergent. La transformation de l'Allemagne, après janvier 1933, a validé la perspicacité de son adhésion précoce. Les nazis ont rapidement détruit les institutions démocratiques, persécuté les opposants et établi une dictature totalitaire. Ceux qui avaient dû parier précocement sur le mouvement ont reçu des récompenses, positions de pouvoir, privilèges matériels et opportunités d'ascension sociale que le système antérieur leur avait systématiquement niés. Vers 1934, Ilse avait consolidé sa position dans la structure partisane locale et maintenait des relations étroites avec plusieurs officiers SS en poste dans la région de Dresde. Elle n'était plus la simple secrétaire des années précédentes, mais une militante engagée avec accès au cercle de pouvoir réel. Sa vie se préparait pour le tournant définitif qui la conduirait depuis la bureaucratie partisane locale jusqu'au cœur du système concentrationnaire nazi. La métamorphose de comptable de classe ouvrière en collaboratrice active de la machinerie de la terreur a commencé dans ces cercles partisans du milieu des années 30. La rencontre avec Karl Otto Koch, officier SS avec des ambitions au sein de l'appareil pénitentiaire nazi, compléterait cette transformation et ouvrirait des portes vers un pouvoir qui dépassait toute expectative concevable durant sa formation dans la Dresde impériale. Noces avec la terreur, l'alliance létale entre Ilse et Karl Koch. La convergence entre Ilse Köhler et Karl Otto Koch a représenté l'alliance de deux ambitions complémentaires au sein de l'appareil répressif émergent. Karl, vétéran de la Grande Guerre, avec 9 ans de plus qu'Ilse, traînait un historique turbulent qui incluait des antécédents pénaux pour fraude et malversation. Son expérience préalable comme fonctionnaire pénitentiaire à Leipzig avait forgé des méthodes brutales de contrôle carcéral qui avaient impressionné favorablement ses supérieurs SS. La carrière de Karl au sein des Schutzstaffel progressait de manière météorique grâce à son efficacité administrative combinée avec une cruauté systématique. Sa capacité à maintenir un ordre absolu au moyen de la terreur calculée le positionnait comme candidat idéal pour le système concentrationnaire qu'Himmler concevait minutieusement. Quand les SS ont eu besoin d'administrateurs fiables pour étendre leur réseau de camps,
le nom de Karl Otto Koch figurait systématiquement en tête des listes de sélection. Son premier mariage avait fait naufrage précisément à cause de conflits idéologiques. Son ex-épouse avait rejeté ses convictions nazies extrêmes et demandé le divorce quand il avait commencé à monter dans la hiérarchie SS. Cette expérience personnelle l'a convaincu de l'importance cruciale de trouver une compagne qui partagerait complètement sa vision politique et ses ambitions institutionnelles. Ilse incarnait exactement ce que Karl cherchait, jeunesse attrayante combinée avec engagement politique authentique et ambition personnelle démesurée. Son affiliation partisane précoce démontrait une conviction idéologique authentique, non un opportunisme tardif. Sa formation administrative la capacitait pour les tâches bureaucratiques complexes que requérait la gestion concentrationnaire. Son origine prolétaire éliminait les conflits avec les élites traditionnelles qui pourraient questionner les méthodes brutales nécessaires au travail répressif. La relation a évolué rapidement vers un mariage formel, mais ils ont dû surmonter d'abord les exigences bureaucratiques du régime totalitaire. Les SS avaient établi le bureau central de res et de réinstallation chargé de vérifier la pureté raciale dans les mariages entre membres de l'organisation. Karl et Ilse ont soumis une documentation généalogique qui remontait à plusieurs générations pour démontrer une ascendance aryenne immaculée. Le processus a inclus des examens médicaux exhaustifs, des enquêtes familiales détaillées et des évaluations idéologiques conçues pour garantir que la descendance du mariage remplirait les standards raciaux SS. Ilse a surpassé toutes les épreuves sans difficulté, confirmant son aptitude à devenir épouse d'officiers d'élite du régime. L'autorisation matrimoniale a été accordée officiellement et la cérémonie célébrée en 1936. Immédiatement après le mariage, Karl a reçu une nomination comme commandant du camp de concentration de Sachsenhausen au nord de Berlin. Cette désignation représentait une ascension significative au sein de la hiérarchie SS et une opportunité de démontrer ses capacités pour administrer des installations de plus grande envergure et complexité stratégique. Sachsenhausen avait été conçu en juillet 1936 comme camp modèle pour tout le système concentrationnaire allemand. Son design architectural, développé par Bernhard Kuiper, suivant des principes de surveillance panoptique, permettait un contrôle visuel total sur les prisonniers depuis une tour centrale. Les baraques triangulaires optimisaient l'efficacité de supervision tout en minimisant les possibilités de résistance organisée. Pour Ilse, le transfert a signifié une immersion directe dans les mécaniques de l'univers concentrationnaire. Bien qu'elle manquât de rang officiel SS, son statut comme épouse du commandant lui octroyait une autorité informelle considérable. Elle a commencé comme secrétaire administrative, gérant la correspondance sensible, maintenant des registres classifiés de prisonniers et participant aux réunions stratégiques entre officiers supérieurs. Sa courbe d'apprentissage a été accélérée et méthodique. Elle a étudié les procédures de traitement des nouveaux internés, l'organisation des brigades de travail, l'application de châtiments exemplaires et le maintien de la discipline au moyen de la terreur psychologique dosée. La machinerie bureaucratique du système l'a fascinée autant que sa fonctionnalité brutale. Chaque aspect de vie et de mort carcérale était documenté, catégorisé et administré selon des protocoles millimétriques. À Sachsenhausen, Ilse a développé des compétences qui la transformeraient en figure centrale de l'appareil répressif. Elle a maîtrisé l'interprétation des hiérarchies internes entre prisonniers, l'identification de signes de résistance potentielle et l'utilisation du travail forcé comme outil de contrôle psychologique. Elle a compris comment l'isolement du monde extérieur convertissait le camp en univers autonome où les normes de comportement humain restaient définitivement suspendues. Le couple Koch opérait comme équipe administrative d'efficacité létale. Karl monopolisait les décisions militaires et disciplinaires principales, tandis qu'Ilse administrait la gestion quotidienne et les relations avec le personnel auxiliaire. Cette division du travail maximisait le contrôle sur tous les aspects du camp, depuis les opérations stratégiques jusqu'aux détails domestiques, apparemment mineurs, mais psychologiquement dévastateurs. En août 1937, les SS ont confié à Karl Otto Koch une mission de plus grande envergure, établir et commander le nouveau camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar.
Cette désignation reconnaissait son efficacité à Sachsenhausen, tout en constituant une épreuve définitive de ses capacités pour construire une installation complètement nouvelle depuis les fondements conceptuels. Buchenwald différerait radicalement de Sachsenhausen dans des aspects fondamentaux. Son emplacement sur le mont Ettersberg, entouré de forêts impénétrables, garantissait un isolement presque absolu du monde extérieur. Son design permettrait d'abriter une population carcérale exponentiellement plus grande, avec capacité pour des dizaines de milliers de prisonniers simultanés. Sa fonction économique inclurait l'exploitation intensive de carrières et la production manufacturière, utilisant l'esclavage laborieux systématisé. Le transfert à Buchenwald a inauguré la période la plus infâme dans la trajectoire des Koch. Depuis le premier jour, Ilse a participé activement à la planification et l'organisation du nouveau complexe. Elle révisait les plans architectoniques détaillés, supervisait la construction de la résidence du commandant et coordonnait le transfert du personnel administratif spécialisé depuis Sachsenhausen. À Buchenwald, le rôle d'Ilse a transcendé amplement les fonctions secrétariales précédentes. Elle participait aux réunions de planification stratégique. Il prenait des décisions concernant l'affectation des prisonniers à des brigades spécifiques et entretenait une correspondance directe avec les officiers supérieurs SS à Berlin. Son autorité était reconnue sans équivoque, tant par le personnel allemand que par les prisonniers, qui apprirent rapidement à la craindre avec une intensité comparable au commandant officiel. La structure de pouvoir à Buchenwald révélait la nature symbiotique du mariage Koch, alliance fonctionnelle entre personnalités ambitieuses qui avaient trouvé dans le système concentrationnaire le véhicule parfait pour leurs aspirations de contrôle totalitaire. Karl apportait la légitimité institutionnelle et l'autorité militaire formelle. Il se contribuait l'efficacité administrative et la cruauté personnelle qui complétaient les objectifs du système avec une synergie létale. La consolidation du pouvoir conjoint de Karl et Ilse établit un précédent au sein de l'univers concentrationnaire nazi. Bien que d'autres commandants eussent des épouses, peu atteignirent le niveau d'autorité pratique qu'Ilse exerçait quotidiennement. Sa capacité à fonctionner comme extension effective du pouvoir de son époux, combinée à des initiatives brutales propres, la transforma en modèle aspirationnel pour d'autres épouses d'officiers SS ayant des ambitions similaires de transcender les rôles domestiques traditionnels. La villa SS, privilège et luxe aux dépens du camp. La résidence du commandant de Buchenwald s'éleva suivant des principes architecturaux qui contrastaient délibérément avec la brutalité fonctionnelle du camp. Le style Heimatstil choisi évoquait l'architecture rurale bavaroise idéalisée, toits prononcés, cadres de bois sombres sculptés, balcons ornementaux et jardins intégrés organiquement à l'environnement boisé. Ce choix stylistique s'appropriait des symboles culturels allemands traditionnels, les transformant en emblèmes domestiques du nouvel ordre totalitaire. C'était une représentation de l'idéal national socialiste d'harmonie raciale appliqué à échelle domestique, où l'esthétique servait à masquer la barbarie structurelle qui la soutenait. La construction de la villa fut exécutée intégralement, avec de la main-d'œuvre esclave extraite du camp. Les journées s'étendaient de l'aube au crépuscule, sans pause réglementée, alimentées par des rations qui maintenaient à peine le corps debout. Les prisonniers transportaient pierres, bois et chaux par force humaine, excavaient des fondations sur terrain rocheux avec des outils rudimentaires et exécutaient des travaux de menuiserie de précision sans équipement spécialisé. Le coût humain fut aussi élevé que délibérément ignoré. On estime que des dizaines moururent par épuisement, hypothermie, infection ou châtiments appliqués pour lenteur au travail. L'intérieur de la résidence déployait un luxe bourgeois soigneusement organisé par Ilse Koch. Vastes chambres avec chauffage central et tapis importés, un salon principal décoré de meubles viennois, cuisine équipée d'électroménagers Siemens, salle de bains en céramique émaillée avec eau chaude constante et un refuge anti-aérien privé excavé sous les fondations. Les fenêtres étaient bonnement positionnées stratégiquement pour offrir des vues privilégiées du camp de concentration. Depuis son bureau, il se pouvait observer le mouvement des brigades de travail, les relèves de garde et les châtiments appliqués sur l'esplanade sans nécessité d'abandonner son confort thermique.
Chaque objet du mobilier fut choisi personnellement par Ilse dans un exercice de pouvoir symbolique qui fusionnait culture, violence et contrôle. Elle fit confectionner des rideaux avec de la soie importée de Chine. Elle sélectionna des tapis persans originaux, tissés à la main. Elle acheta de la vaisselle en porcelaine de Meissen décorée de motifs impériaux et exhibait des coupes en cristal de Bohême taillées. Dans la bibliothèque, elle fit relier une collection de livres de littérature classique et philosophie allemande en cuir marocain. Les murs montraient des paysages ruraux germaniques, aux côtés de portraits de Hitler, Himmler et autres dirigeants du Reich dans une combinaison grotesque de nationalisme esthétique et culte de la personnalité. Durant la guerre, lorsque le rationnement affectait même les populations civiles et les soldats au front, la demeure Koch vivait une réalité parallèle. Sa table était approvisionnée moyennant un réseau de privilèges internes à l'appareil SS. Grâce à la position de Karl comme commandant, le couple avait accès préférentiel à des biens réquisitionnés. Tandis que les internés recevaient une moyenne de 350 grammes de pain noir et bouillon, fait avec des restes, les Koch dînaient avec du veau, charcuterie bavaroise, café colombien, fruits tropicaux et vins français confisqués. Une partie de ces approvisionnements était détournée d'envois destinés au haut commandement et une autre partie provenait directement du pillage systématique des biens des prisonniers. Le service domestique était composé exclusivement de prisonniers sélectionnés selon des critères spécifiques, force physique, attitude soumise et compétences exploitables. Parmi eux figurait un chef parisien déporté pour son activité dans la résistance, un majordome autrichien avec expérience préalable dans des maisons nobiliaires, jardiniers italiens experts en taupières et jeunes allemandes obligées de réaliser des travaux de nettoyage sous menace constante. Ces serviteurs étaient esclaves en tous sens. Ils travaillaient sous supervision directe sans salaire, avec horaires exténuants, sans jours de repos et soumis à des normes humiliantes. Le logement de ce personnel se trouvait dans les sous-sols de la villa, dans des chambres sans fenêtres, sans chauffage et avec des conditions d'insalubrité permanentes. Ils dormaient sur des paillasses de paille humides, infestées d'insectes, et partageaient des latrines mal ventilées. Leur alimentation, bien qu'à peine supérieure à celle du reste du camp, ne compensait pas l'usure physique de journée qui dépassait fréquemment les 16 heures. La violence n'était pas toujours physique. La structure hiérarchique incluait une dimension cérémonielle soigneusement construite pour renforcer la soumission. Il devait s'adresser à Ilse comme Gnädige Frau avec révérence, sans la regarder dans les yeux ni parler, sauf lorsqu'on le leur permettait explicitement. La logique de cette structure domestique reproduisait à petite échelle le modèle de domination concentrationnaire, différenciation stricte, contrôle total, châtiment exemplaire et surveillance constante, mais dans ce cas en outre s'ajoutait une dimension symbolique plus perverse, convertir les prisonniers en partie fonctionnelle du confort privé de leurs bourreaux. Ils cuisinaient pour eux, faisaient à leur lit, soignaient leurs fleurs, lustraient leurs bottes, tout tandis que le camp brûlait à quelques mètres. Ils étaient esclaves, visibles, rappel quotidien du pouvoir absolu que les Koch croyaient exercer comme droit divin octroyé par la race. En 1940, la vie domestique d'Ilse exigea un nouveau symbole de statut, un manège d'équitation couvert inspiré des installations aristocratiques de la noblesse prussienne. Elle sollicita les permis à travers les contacts de son époux à Berlin et obtint l'approbation sans objection. La construction coûta 250 000 Reichsmarks, somme astronomique en temps de guerre, équivalente au salaire de 500 travailleurs allemands durant une année complète. Ce luxe disproportionné fut financé entièrement avec des biens pillés, bijoux, pièces d'or, montres, objets rituels juifs et spécialement l'or dentaire extrait de cadavres dans la zone médicale du camp. Le processus de blanchiment d'actifs était soigneusement conçu. Il se inspectait les valises des nouveaux arrivants en quête d'objets de valeur, séparait ceux ayant le meilleur potentiel de revente et les remettait à des intermédiaires SS qui opérèrent à Weimar et Leipzig. Là, on fondait les pièces pour éliminer les signes d'origine et on les vendait au marché noir, où on les déposait comme lingots dans des comptes bancaires, en Suisse au nom de prête-noms. Cette opération transforma le crime massif en source de financement privé, institutionnalisant le pillage comme base matérielle du privilège nazi.
Le manège équestre, construit avec des outils rudimentaires et fort humains intensifiés, fut l'un des projets les plus létaux au sein de la villa. Les prisonniers assignés creusaient en tour double sans assistance technique, nivelaient le terrain à la main, levaient des structures lourdes sans grue et versaient du béton sans machinerie. Multiples internés moururent durant l'œuvre, mais leur mort était tue. Leur corps étaient rapidement enlevés par d'autres prisonniers et les registres altérés pour éviter des interruptions. Personne ne devait interrompre le rythme d'un caprice. Une fois terminée, la routine d'Hills se convertit en spectacle cruellement théâtral. Elle montait à cheval chaque matin avec des uniformes importés, ajustés sur mesure, exécutant des exercices de dressage à l'intérieur de l'enceinte, tandis qu'à quelques mètres des groupes d'internés traînaient des pierres, construisaient des hangars ou enterrèrent des corps. Le contraste était intentionnel. L'équitation n'était pas seulement passion, mais mise en scène quotidienne de domination, la noblesse réinventée du Troisième Reich montant sur les restes du peuple ennemi. Chaque galop était une déclaration idéologique. Entourant la villa, les jardins conçus au goût d'Hills requéraient une attention constante. Des floriculteurs forcés maintenaient des motifs géométriques de plantation même durant les mois de neige. Les arbustes devaient être taillés avec symétrie exacte. Le gazon coupé au ciseau si nécessaire, et les fontaines nettoyées 2 fois par jour, bien qu'elles n'eussent pas d'usage réel. L'obsession pour l'ordre et l'esthétique répondaient à une logique symbolique, démontrer que même la nature pouvait être pliée sous la volonté de la race supérieure. Le contraste visuel entre l'ordre impeccable du jardin et le chaos létal du camp n'était pas accidentel, c'était une forme de pédagogie de la terreur. Depuis ses fenêtres, il se contemplait un paysage parfaitement contrôlé, tandis qu'à quelques mètres des corps dénutris, s'effondraient par épuisement ou étaient traînés par d'autres prisonniers vers les crématoires. La proximité physique entre beauté ordonnée et misère absolue représentait sans mots la logique morale du régime. Le bien-être des uns se construisait littéralement sur la destruction des autres. La Villa des Koch ne fut pas une aberration isolée, mais un microcosme du totalitarisme nazi dans sa version domestique. Elle montrait comment le privilège pouvait se construire sur la souffrance institutionnalisée, comment le confort se nourrissait de la douleur de milliers, et comment l'esthétique, loin de contredire l'horreur, pouvait s'intégrer en elle comme partie de son mécanisme. Dans cet espace de beauté perverse, Ilse Koch exerçait sa domination comme maîtresse absolue, sans uniforme ni rang, mais avec le pouvoir suffisant pour convertir la mort en partie de la décoration. Art macabre, l'obsession avec la peau humaine et les tatouages. La fascination d'Ilse Koch avec les tatouages humains ne fut pas un caprice marginal, mais la porte d'entrée vers l'un des épisodes les plus macabres et systématiques de toute sa participation dans l'appareil concentrationnaire. Ce qui commença comme une simple observation durant des inspections régulières au camp de prisonniers se transforma avec le temps en une obsession collectionneuse alimentée par pouvoir absolu, perversion esthétique et soutien idéologique. Ce fut la combinaison de ces 3 facteurs qui la convertit non seulement en complice d'assassinats en masse, mais en promotrice directe d'une industrie d'objets fabriqués avec des restes humains. L'intérêt d'Ilse pour les tatouages s'éveilla durant des rondes d'inspection où les prisonniers étaient obligés de se dénuder complètement. Les marques corporelles attiraient en son attention, spécialement celles qui se distinguaient par leur complexité artistique, intensité chromatique ou localisation inhabituelle. Dans un camp comme Buchenwald, la diversité d'internés, depuis criminels communs jusqu'à soldats étrangers capturés, en passant par résistants politiques et déportés religieux, garantissait une variété significative de tatouages. Il y avait des marins du Nord avec encres et mouettes, ex-détenus avec inscriptions gothiques sur les bras, homosexuels avec symbologie personnelle codifiée et combattants du Front populaire avec portraits de figures idéologiques ou symboles révolutionnaires. Cette richesse visuelle se convertit rapidement en catalogue involontaire pour Ilse, ce qui au principe fut curiosité dériva en protocole explicite. Elle commença à ordonner que certains groupes s'alignent complètement nus devant elle sous prétexte sanitaire. Ensuite, elle exigea que les gardes notifient tout cas où ils observaient peau marquée de forme inhabituelle. Les prisonniers sélectionnés étaient examinés méticuleusement. Ils préféraient les tatouages de grande taille,
bien conservés et situés dans des zones corporelles qui facilitaient leur retrait, dos, poitrine, cuisses. Étaient exclus les tatouages petits ou ceux qui étaient détériorés par cicatrices, infections ou conditions de travail extrêmes. Le processus de sélection ne se limitait pas à la valeur esthétique, mais répondait aussi à des critères d'extraction anatomique. Pour légitimer ses actions, elle établit une collaboration formelle avec le docteur Erich Wagner, médecin SS, qui promouvait une théorie pseudo-scientifique selon laquelle les tatouages étaient indicateurs de dégénérescence raciale ou prédisposition criminelle. Wagner avait publié des articles défendant la corrélation entre art corporel et structures mentales déviantes, citant des exemples de délinquants récidivistes tatoués. Sa position trouva écho dans la doctrine raciale nazie, qui classifiait toute déviation esthétique comme expression de corruption génétique. Sous cette justification, la collecte de peau tatouée pouvait être présentée comme recherche médicale. Le projet requérait cependant une infrastructure plus complexe pour passer de l'inspection à l'assassinat organisé. Ici intervint le docteur Waldemar Oven, médecin chef du camp de Buchenwald. Spécialisé en technique d'euthanasie par injection, Oven, membre de confiance de la SS, avait participé préalablement au programme Action T4 et maîtrisait des méthodes létales silencieuses comme l'usage de phénol direct au cœur. Avec son appui, on conçut un protocole stable. Les prisonniers sélectionnés étaient transférés à l'hôpital sous l'excuse d'analyse médicale. Là, ils étaient sédatés, puis assassinés moyennant des injections précises et finalement transportés au département de pathologie où commençait la seconde phase du processus. L'extraction de peau humaine fut systématisée avec des procédures inspirées de l'industrie du tannage. Les fragments sélectionnés étaient retirés, moyennant des coupes chirurgicales amples qui respectaient le dessin complet du tatouage. La peau était immergée dans des solutions de formol et sels spéciaux pour préserver son intégrité structurelle. Ensuite, elle séchait lentement sur des châssis de bois sous conditions contrôlées d'humidité. Le résultat était des pièces flexibles, stables et résistantes à la détérioration. Ces pièces étaient livrées à des prisonniers spécialisés en maroquinerie, dont beaucoup étaient d'anciens artisans ou relieurs forcés de travailler avec des matériaux humains sous menace de mort. On leur exigeait une précision esthétique, des coupes exactes, des coutures invisibles, une finition propre. Le catalogue d'objets résultant était aussi grotesque que détaillé. Lampe de bureau avec des abat-jours translucides, laissant voir des lignes noires sur une peau blanchâtre. Couverture de livres reliés avec des fragments, où l'on distinguait encore des lettres gothiques ou des visages caricaturaux. Portefeuilles et gants faits avec la peau d'avant-bras. Petits amis-tableaux ornementaux encadrant des tatouages complets comme s'il s'agissait de miniatures de musée. Chaque objet était considéré par Ilse comme un trophée de pouvoir. Ils étaient exposés dans des vitrines de son salon privé ou utilisés quotidiennement comme preuve tangible de son contrôle absolu sur les corps et les destins. Ce n'étaient pas des souvenirs passifs, mais des affirmations physiques de sa capacité à décider qui vivait, qui mourait et quelle partie de ses victimes pouvait être réutilisée comme ornement domestique. Les descriptions les plus détaillées de ce processus proviennent de témoignages recueillis après la guerre. Gustave, prisonnier polonais obligé de travailler à l'hôpital du camp, raconta lors d'interrogatoires avoir vu plusieurs de ces lampes dans les bureaux du bloc médical et mentionna l'existence d'un inventaire interne où l'on classait les tatouages par thématique, couleur et zone anatomique. Joseph Ackerman, qui participa directement au traitement des peaux, raconta comment il recevait des ordres spécifiques sur le type de couture ou l'épaisseur du cuir résultant. Dans son témoignage, il mentionna avoir travaillé avec au moins 20 fragments distincts entre 1943 et 1945, tous provenant de cadavres récents, et décrivit comment certains internés devaient nettoyer les objets résultants avec des chiffons de lin humidifiés pour maintenir leur brillance. En avril 1945, la libération de Buchenwald par les troupes américaines exposa ces crimes avec des preuves physiques irréfutables. Les soldats qui entrèrent dans le camp découvrirent des salles fermées, où l'on entreposait des objets humains classés par typologie.
La scène était d'une théâtralité macabre. Des bocaux avec des oreilles conservées dans des liquides, des fragments de peau étiquetés, des lampes allumées sur des bureaux où l'on voyait encore des traces d'encre des officiers. Dans l'une des vitrines de la villa Koch, on trouva des gants fins en cuir tanné, présumément confectionnés avec des mains humaines complètes, conservant encore les plis naturels de la paume. Les correspondants de guerre américains et britanniques photographièrent chacune de ces découvertes, générant un registre visuel qui fut utilisé ultérieurement comme preuve lors des procès de Dachau et dans des matériels éducatifs sur l'Holocauste. Les images provoquent encore aujourd'hui des réactions d'incrédulité et d'horreur. Contrairement à d'autres atrocités qui pouvaient être niées ou contestées, les objets trouvés à Buchenwald étaient impossibles à démentir. Leur existence confirmait que le sadisme n'avait pas été spontané ni isolé, mais institutionnalisé, planifié et justifié au sein d'un système idéologique qui le considérait comme fonctionnel. La documentation interne du camp confirma la participation directe d'Ilse Koch. Dans les registres médicaux figuraient des demandes spéciales de désigne martial de la commandante associées à des sélections de prisonniers avec des marques cutanées. Ces documents recoupaient les ordres d'extraction signés par le docteur Oven et les rapports du personnel de l'hôpital. Bien que de nombreuses preuves ayant été détruites délibérément dans les semaines précédant l'arrivée des Alliés, il en survécut suffisamment pour établir un réseau de responsabilité clair. Les listes d'entrée et de sortie de l'hôpital coïncidaient avec les dates de disparition des internés et avec l'arrivée de nouveaux objets fabriqués. Certains documents détaillaient même le type de tatouage sollicité, comme s'il s'agissait d'une pièce sur commande. Au niveau structurel, ce programme nécessita une coordination entre au moins 3 départements du camp: la sécurité interne, la direction médicale et l'administration des biens confisqués. Chaque acteur impliqué avait des fonctions spécifiques et opérait sous des supposés pseudo-scientifiques qui légitimaient les assassinats. La notion que les tatouages pouvaient être utilisés comme preuve visuelle de dégénérescence génétique permettait que ces crimes se justifient comme contribution à la connaissance raciale. Ce n'était même pas seulement des objets, c'était, dans la logique du régime, du matériel didactique qui illustrait la décadence biologique de l'ennemi. Cette rationalisation idéologique était essentielle pour la complicité collective. Le personnel médical, les artisans forcés, les gardiens et les administrateurs pouvaient voir leur participation comme faisant partie d'un effort majeur qui cherchait à nettoyer la nation d'éléments impurs et à enregistrer ce nettoyage avec précision esthétique. La déshumanisation était totale. Les corps n'étaient pas des corps, mais des ressources réutilisables, matière première pour la pédagogie de la haine. Le plus perturbant n'est pas seulement l'horreur de ce qui fut fait, mais la froideur avec laquelle cela fut mis en œuvre. Le projet ne naquit pas d'un emportement émotionnel, ni d'une folie individuelle. Il fut systématique, clinique et logistiquement viable au sein des mécanismes du Troisième Reich. Ilse Koch n'agit pas seule, ni en secret. Elle fut partie active d'un engrenage qui convertit la mort en matière domestique et le crime en routine. Chute en disgrâce. Le procès qui fit tomber le commandant Koch. L'enquête qui précipiterait la destruction du couple Koch s'initia en 1941, lorsque le général Josias von Waldeck-Pyrmont, commandant supérieur des SS dans la région de Thuringe, reçut des rapports préoccupants sur des irrégularités administratives à Buchenwald. Ces rapports ne se centraient pas uniquement sur des actes de brutalité qui faisaient un des parties du fonctionnement routinier du camp, mais sur des actions qui transgressaient même les marges de cruauté permises par la hiérarchie nazie. Ce qui alarma Waldeck ne fut pas la brutalité en soi, mais le soupçon de corruption interne qui attentait contre la discipline et le contrôle institutionnel. Le premier signal concret surgit en révisant un registre de décès de prisonniers dans le camp. Dans la liste apparaissait le nom de Walter Kremer, ancien prisonnier politique et ordonnance médicale qui, des années auparavant, avait traité avec succès Waldeck lors d'une maladie grave. Kremer n'était pas un prisonnier quelconque. Il avait une formation médicale et jouissait d'une reconnaissance tacite au sein du camp, tant de la part des internés que de certains officiers qui bénéficiaient de ses soins.
Sa mort, ainsi que celle de Carl Pakes, autre assistant médical qui avait également participé à des traitements privés, souleva des soupçons immédiats. Les enquêtes internes révélèrent que tous deux avaient été exécutés sur ordre direct de Karl Otto Koch, commandant du camp, sous des accusations inventées de sabotage. En réalité, Koch cherchait à éliminer des témoins clés d'un fait qui le menaçait personnellement. Il avait contracté la syphilis en secret, probablement lors d'une relation extra-conjugale, et craignait que Kramer ou Pakes ne révèlent cette condition à ses supérieurs. L'exécution des deux fut une mesure préventive de silence, mais ce faisant, Koch avait franchi une ligne que même l'appareil SS n'était pas disposé à tolérer. Waldeck ordonna un audit exhaustif de l'administration de Buchenwald. Ce qui commença comme une révision ponctuelle finit par révéler un système de corruption complexe et méticuleusement articulé. Le point central était le détournement systématique de biens confisqués aux prisonniers, depuis l'argent liquide jusqu'aux bijoux, objets de valeur, vêtements de haute qualité et même montres. Tout était réquisitionné à l'entrée et devait être enregistré. Cependant, les registres officiels ne coïncidaient pas avec les inventaires, et la différence n'était pas mineure. Il manquait des articles d'une valeur de dizaines de milliers de Reichsmark. La preuve la plus claire émergea en traçant les mouvements bancaires de Karl Otto Koch. Les comptes personnels du commandant montraient des dépôts réguliers qui excédaient largement son salaire officiel, en plus de transferts vers des banques en Suisse. Un schéma qui avait déjà été détecté dans d'autres cas de corruption interne au sein des SS. C'était un système de blanchiment d'actifs déguisé en administration de camp. L'argent provenait de la vente illégale d'objets pillés commercialisés par des intermédiaires qui opéraient dans des villes comme Weimar et Leipzig. Le nom d'Ilse Koch émergea rapidement dans l'enquête. Elle n'était pas seulement une épouse de présence décorative. Des documents et témoignages démontraient qu'elle sélectionnait personnellement les articles les plus précieux réquisitionnés aux prisonniers et, dans certains cas, les remettait directement à des contacts commerciaux hors du camp. La construction du coûteux manège d'équitation, évalué à 250 000 Reichsmarks, s'avéra être un exemple évident d'enrichissement illicite. Le financement de cette installation ne provenait pas de fonds assignés officiellement au camp, mais de la vente de bijoux, d'or dentaire fondu et d'objets de luxe confisqués. Son implication était aussi claire que structurelle. En août 1943, après avoir consolidé les preuves nécessaires, Waldeck ordonna l'arrestation de Karl Otto et Ilse Koch. Cette décision ne fut pas prise à la légère. Arrêter un commandant de camp était extrêmement inhabituel au sein des SS, qui maintenaient une image publique d'unité hiérarchique monolithique. Mais la corruption flagrante, les assassinats non autorisés et le scandale en gestation forcèrent à agir. Le procès interne fut confié au SS Oberführer Konrad Morgen, un avocat qui travaillait directement pour le bureau central des affaires judiciaires des SS. Morgen avait été assigné par Himmler lui-même pour enquêter sur des cas de corruption parmi les officiers du système de camp, dans un effort pour préserver l'image d'intégrité idéologique du corps. Sous son mandat, des enquêtes furent ouvertes contre plus de 200 officiers des SS, bien que peu se conclurent par des sentences définitives. Le cas de Buchenwald, cependant, devint l'un des plus significatifs. Konrad Morgen conduisit des interrogatoires détaillés, révisa des archives financières, réquisitionna des documents et réalisa des inspections personnelles dans les installations. Il fit même exhumer des corps de prisonniers exécutés irrégulièrement pour confirmer des versions médicales suspectes. Son enquête découvrit que Koch avait autorisé au moins 7 assassinats individuels sans cause militaire ni politique, tous motivés par la peur d'être dénoncés. Parmi les morts, outre Kramer et Pakes, il y avait des prisonniers de confiance assignés à des tâches administratives qui en savaient trop. Les accusations contre Karl Otto Koch étaient dévastatrices. Détournement de plus de 200 000 Reichsmark, assassinat prémédité de témoins, abus d'autorité et violation des règles internes des SS. Les preuves incluaient non seulement des registres comptables et bancaires, mais des témoignages d'officiers subalternes qui détaillaient la méthodologie avec laquelle on détournait des biens du Reich vers des comptes privés. Le cas d'Ilse présentait des complications additionnelles. Techniquement, comme épouse sans rang formel au sein des SS, elle n'avait pas d'autorité légale pour émettre des ordres. Cette ambiguïté rendait difficile de l'inculper avec les mêmes critères appliqués à son mari.
Cependant, le tribunal trouva des preuves suffisantes qu'elle avait reçu et utilisé des biens volés pour une valeur supérieure à 25 000 Reichsmarks. De plus, certains témoignages suggéraient net qu'elle intervenait dans l'assignation de brigades de travail pour des vengeances personnelles, bien que ces accusations n'aient pu être vérifiées avec la même rigueur documentaire. Le procès culmina en décembre 1944 avec une résolution définitive. Karl Otto Koch fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par fusillade. La sentence fut ratifiée par Heinrich Himmler, qui, malgré avoir protégé d'autres commandants dans des circonstances similaires, considéra que la conduite de Koch menaçait la crédibilité des SS. Pour Himmler, la trahison ne consistait pas à assassiner, mais à voler l'État. Le système pouvait tolérer un sadisme extrême s'il était aligné avec la doctrine raciale, mais ne pardonnait pas l'enrichissement personnel hors du contrôle institutionnel. Ilse Koch, en revanche, fut acquitté des charges majeures par manque de preuves concluantes, selon les standards légaux des SS. Néanmoins, il lui fut formellement interdit de participer à des activités liées au système de camp et elle fut condamnée à 16 mois de prison préventive, qu'elle avait déjà purgée au moment du verdict. Cette décision, bien que techniquement légale, fut critiquée en interne par certains officiers qui considéraient que son influence à Buchenwald avait été plus profonde et dommageable que ce que la sentence reflétait. Le 5 avril 1945, Karl Otto Koch fut exécuté dans une section à l'écart du camp même de Buchenwald, fusillé par un peloton des SS, suivant le protocole militaire. L'exécution eut lieu à peine quelques jours avant que les troupes américaines n'arrivent au complexe. Son corps fut enterré sans nom ni marque dans une tombe anonyme, comme signe de son expulsion symbolique de l'honneur SS. Le cas Koch devint l'un des rares et plus documentés exemples d'auto-épuration au sein de l'appareil nazi. Cependant, il est crucial de comprendre que cette épuration ne répondait pas à des motifs humanitaires ni à la reconnaissance de crimes contre l'humanité. Ce qui motiva la chute du commandant ne fut pas la brutalité du régime qu'il représentait, mais son insubordination financière et l'usage personnel du pouvoir que le système considérait comme propriété exclusive du Reich. Ilse Koch fut libéré peu avant l'effondrement définitif du Troisième Reich. Son histoire ne se terminerait pas là. Mais à ce moment-là, ce qui semblait être une victoire de la justice interne nazie n'était rien de plus qu'une démonstration que même parmi les bourreaux, voler le maître était plus grave que tuer ses esclaves. La dernière cellule, la fin d'Ilse Koch. Le 30 juin 1945, Ilse Koch fut arrêtée à Ludwigsburg par les forces d'occupation américaines après avoir été reconnue par un ancien prisonnier de Buchenwald. Sa capture mit fin abruptement à sa tentative de reconstruire une existence normale en se réfugiant chez des membres de sa famille dans le Württemberg, où elle adoptait l'identité de veuve de guerre, transportant ses 3 enfants mineurs. Son arrestation se réalisa sans résistance physique, mais les soldats décrivirent son comportement comme hautain et indigné, comme si elle considérait l'arrestation comme une erreur administrative. Pendant le transfert vers les installations de détention, elle maintint une attitude de défi qui contrastait dramatiquement avec le désespoir typique des autres nazis capturés durant cette période chaotique. La décision de la poursuivre pour crime de guerre fut prise après avoir examiné la documentation capturée à Buchenwald et les témoignages de survivants. Le volume de preuves testimoniales contre elle était extraordinaire. Son nom apparaissait de manière constante dans les récits de brutalité, de sélections arbitraires et de participation directe aux tortures et aux meurtres. Le procès de Buchenwald commença le 11 avril 1947 dans les installations de l'ancien camp de Dachau, reconverti en centre de traitement judiciaire. Le tribunal militaire américain poursuivit 31 accusés, mais Ilse Koch était la seule femme et devint rapidement le centre de l'attention médiatique internationale. Les chefs d'accusation formels incluaient la violation des lois de la guerre, le meurtre prémédité, la torture systématique et la participation à un plan commun pour commettre des crimes contre l'humanité. Le procès dura 4 mois et inclut les témoignages de plus de 100 témoins qui relatèrent des épisodes spécifiques de sélection de prisonniers tatoués, de mauvais traitements durant les inspections, de punitions arbitraires et d'exhibition d'objets fabriqués avec de la peau humaine.
La défense argua qu'Hills manquait d'autorité officielle et que ses actions ne constituaient pas des crimes de guerre sous la juridiction du tribunal militaire. Cependant, les preuves testimoniales établirent qu'elle avait exercé une autorité pratique considérable, prenant des décisions qui affectaient directement la vie et la mort des prisonniers par sa participation aux sélections, l'utilisation du travail esclave et l'appropriation de biens confisqués. Le 14 août 1947, le tribunal émit son verdict. Ilse Koch fut déclaré coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Durant le procès, une complication inattendue était survenue. Elle était enceinte de 7 mois. La paternité fut attribuée à une relation avec un autre prisonnier allemand durant la garde à vue. La grossesse généra une controverse considérable. Les avocats arguèrent que la maternité imminente constituait un facteur atténuant, tandis que la presse spécula sur le fait qu'il s'agissait peut-être d'une stratégie délibérée pour éviter la peine capitale. En octobre 1947, elle donna naissance à un fils dans les installations pénitentiaires. Le bébé fut immédiatement séparé et placé sous la garde des services sociaux allemands. Dans un revirement juridique inattendu, le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire de la zone d'occupation américaine, commua la sentence de réclusion à perpétuité en 4 ans de prison, arguant qu'une grande partie des preuves était testimoniale et qu'il n'existait pas de preuves physiques suffisantes. Cette décision provoqua une indignation massive tant aux États-Unis qu'en Europe, conduisant les autorités allemandes à poursuivre à nouveau l'affaire sous leur propre juridiction. En 1950, immédiatement après sa libération de la garde américaine, Ilse Koch fut arrêté par les autorités de la République fédérale d'Allemagne. Le second procès se tint entre novembre 1950 et janvier 1951, incluant les témoignages de plus de 250 témoins. Le parquet allemand construisit un dossier plus solide avec des preuves documentaires partiellement récupérées et des témoignages plus détaillés. Le 15 janvier 1951, le tribunal allemand émit le verdict final. Réclusion à perpétuité pour instigation au meurtre dans 135 cas documentés, torture systématique et crimes contre l'humanité. Cette sentence était définitive et non sujette à commutation, fermant toute possibilité de liberté future. Ilse fut incarcérée dans la prison pour femmes d'Eichach en Bavière, où elle passerait les 16 dernières années de son existence. Son comportement se détériora graduellement, montrant des signes croissants d'instabilité mentale et de paranoïa. Les registres pénitentiaires documentent des épisodes de délire, dans lesquels elle affirmait que les fantômes de prisonniers morts la visitaient, exigeant la restitution de leur peau. Le stigmate du nom de famille Koch devint un fardeau insupportable pour ses enfants. En 1967, son fils aîné, Artwin, se suicida, incapable de supporter la honte sociale et l'ostracisme familial. Sa mort affecta profondément Ilse, accélérant sa détérioration psychologique vers un effondrement mental complet. Le comportement d'Ilse en prison devint progressivement erratique. Elle présentait des demandes constantes de grâce rejetées systématiquement par les autorités bavaroises. Ses lettres devinrent incohérentes, truffées de références à des conspirations imaginaires et des persécutions surnaturelles. Les fonctionnaires notèrent qu'elle avait développé une aversion extrême pour les objets en cuir et refusait de toucher tout matériau qui lui rappelait ses crimes. Le 1er septembre 1967, Ilse Koch fut trouvée morte dans sa cellule. Elle s'était pendue durant la nuit en utilisant des draps noués méticuleusement pour former une corde improvisée. Elle ne laissa pas de lettre de suicide ni de message final qui aurait pu fournir une introspection sur ses motivations ou son remords. Son corps fut enterré dans une parcelle commune du cimetière local, dans une tombe sans nom qui reflétait l'oubli auquel elle avait été condamnée par l'histoire. Sa mort ferma l'un des chapitres les plus sombres du système concentrationnaire nazi, mais son héritage comme symbole de cruauté féminine au sein de l'Holocauste perdurerait dans la mémoire historique. Le cas d'Ilse Koch démontra que la participation aux atrocités massives transcendait les limitations de genre, de classe sociale ou d'éducation, émergeant de l'intersection fatale entre opportunité, idéologie extrême et ambition personnelle incontrôlée, qui trouva dans le totalitarisme nazi le véhicule parfait pour son expression la plus monstrueuse. Oui,